Bon, donc on va commencer. Donc avant de parler du transfert au fil de l'analyse, Gérard Crovisier, donc tu nous avais t'avais donné des éléments lorsqu'on décrivait le nœud du symptôme, où tu disais qu'il y avait plusieurs façons de le présenter et qu'on ne peut pas passer de l'une à l'autre. Hein, c'est un peu ce que tu as dit, ou c'est ce que j'ai compris en tout cas. Bon, voilà, alors donc, tu vas nous expliquer ça. En fait, on peut passer de... Ah, très bien. C'était la thèse que j'avais. Hein, c'est ça. Bon, ok. Ah, tiens, je te passe le micro parce que sinon, on ne va rien comprendre à ce que tu vas nous dire. Voilà. Alors, je reprends un dessin que Jacques a montré là, du symptôme la dernière fois, sur un enlacement torique, le gros gris avec le petit vert. Et on va continuer dans cette marche-là. Ici, Lacan inscrit dans un des tores deux autres nœuds. Et tout ça, ça fait un borroméen. Alors, donc on va dire que dans ma main droite, ça va être le tore de l'un, puis dans la gauche, le tore de l'un, puis dans la droite, le tore de l'autre. Donc, dans l'enlacement, je vais en mettre plusieurs, comme ça. Donc, en fait, ils sont tous dans le même tore. Voilà. Je peux en mettre beaucoup plus. Et maintenant, je passe le blanc, le tore de l'autre. Et ce qu'on voit, c'est que quel que soit lequel sur lequel on tire, on aura toujours le blanc au milieu. Ils sont dépendants du blanc. Il n'y a pas de commutation entre bleu et rouge ou rouge et vert. Je dirais que ça, les ronds sont noués et liés. Alors que dans un borroméen, là je vais reproduire le dessin de Lacan. Donc, pour arriver à ce qui fait sur cette figure-là, le bleu avec le rouge, on les met comme ça, voilà, et ils sont dans un seul tore. Maintenant, je passe le rond de l'autre tore. Je tire sur le jaune et le bleu, le violet au milieu. Je tire sur le violet, le bleu au milieu. Je tire sur le bleu, le jaune il est au milieu. Ça veut dire que là, je dirais que les ronds sont noués, mais ils sont libres. Ils n'ont aucune attache préférentielle avec l'un ou avec l'autre. Alors là, je vais repartir donc sur le nœud A4 dont on parlait la dernière fois. Donc d'abord ici un borroméen A3. Et ici, c'est juste des ronds libres empilés. Le bleu est sur le rouge étant sur le vert, qui est donc aussi en dessous du bleu. Donc si vous regardez les deux dessins, les différences de croisement, c'est ici et ici. Alors, par rapport à ces ronds libres empilés, il y a cette possibilité-là
Donc ça, c'est les différentes possibilités d'inscription du quatrième qui va borroménéiser les trois dans une disposition qu'on appelle radiaire. Alors là, il y en a une qui est autour du bleu, là. Vous voyez qu'il en sert les deux points, là. Ici, il est autour du vert, il en sert toujours les deux points, là. Bon, alors là, il faut que je remonte le fourbi. Je sais pas si tu peux me donner un coup de main, éventuellement. Ça va peut-être mieux comme ça. Hein. Voilà, c'est bon. Oui. Oui. Quand même mettre une pince peut-être. Ou ici. Voilà. Tiens, si tu veux mettre la pince de l'autre côté. Ouais, c'est bon. Là, alors, une troisième disposition autour du rouge, ici. Donc là, vous voyez que la correction n'encadre plus les deux points ratés, je dirais, par rapport au borroméen A3. C'est compréhensible ce que je dis. J'attends la suite. Alors, donc, dans la disposition de rond empilé, j'ai mis le rouge en intermédiaire. Et à chaque fois, je vais faire l'opération de tirer sur le noir, qui est la correction, et le rouge, qui est le rond intermédiaire. Et les trois fois, dans une disposition linéaire, ça va donner cette figure-là. C'est-à-dire que le noir, il va être apparemment en lien avec le bleu et aucun des deux autres. Bon, ça c'est aussi fonction du fait que j'ai choisi de tirer sur le rond rouge intermédiaire. Si je tire toujours sur celui du dessus ou toujours sur celui du bas, j'obtiendrai autre chose. Et il y a encore une quatrième forme. On va remonter ça encore comme ça. Voilà. Bon, on va tout remonter comme ça sera fini, le tripotage. on va remonter encore un tout petit peu. Voilà. Là, ça, normalement, avec le poids, ça va être tout seul. Ouais, voilà. Alors, il y a encore une quatrième possibilité dans la mise à plat radiaire, c'est celle-ci, qui n'a pas été faite précédemment. Donc là, je tire encore sur le rouge et le noir. Et j'obtiens une autre disposition linéaire que précédemment. Précédemment, c'était le bleu avec le noir. Maintenant, c'est le vert avec le noir. Alors, est-ce que c'est vraiment des... Est-ce que c'est des nœuds différents? En fait, on peut ramener les trois là dans la disposition d'un tore, vous voyez, le vert, le rouge, le bleu peuvent être inscrits dans un tore. Là, parce que là, on ne voit pas, à cause de la canne. Il faut remonter encore. Donc une fois que j'ai inscrit dans le tore de l'un les trois ronds qui sont libres, selon cette disposition-là, je passe le tore de l'autre, et à ce moment-là, c'est un 4 borroméen. Et ce que vous voyez, c'est que là, le noir, il est en position avec le rouge, alors que tout à l'heure, c'était 3 fois le noir avec le vert, 3 fois le noir avec le bleu, une fois avec le vert. Là, c'est avec le rouge. Mais en fait, ça tourne. Vous pouvez mettre le bleu ici, vous pouvez mettre le vert ici. Ça montre bien qu'il n'y a aucun lien, je ne sais pas comment dire, c'est pas lié.
ils restent libres les uns par rapport aux autres. Ils sont noués, mais ils ne sont pas liés. Hein. Donc les mises à plat comme ça, c'est juste des... comment dire, enfin, des artefacts pour expliquer tel truc ou tel truc. Là, dans ce schéma-là, on pourrait dire par exemple que quand il est dans cette position, le noir, c'est le travail analytique, par exemple au niveau du symptôme. Quand il est avec le bleu, c'est le travail analytique plus au niveau de l'angoisse. Quand c'est avec le vert, c'est le travail analytique plus du côté de l'inhibition. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, c'est pas tout, parce que la discussion la dernière fois, elle portait sur un autre point où là, tu avais peut-être toi raison. C'était comment, dans la présentation que j'avais faite, qu'on peut reprendre. Oui, je vais enrouler tout ça. Voilà. Tu dois faire un bruit atroce avec ton papier. Oui, d'accord. On va arrêter. Dans la présentation que j'avais faite, ce que je mettais en avant, c'était le fait que le symptôme venait compléter, là en l'occurrence, venait compléter le rond symbolique. Oui. Bon. Et après, je disais, mais on peut aussi concevoir que le symptôme puisse être un outil pour compléter l'imaginaire ou un outil pour compléter le réel. Hein, et que ça, après, il faut trouver des moyens d'exprimer cela dans ce qu'on peut observer chez l'humain au niveau d'autres pratiques. Est-ce que c'est peut-être le sport de compétition? Est-ce que c'est peut-être le bouddhisme zen? Est-ce que c'est d'autres choses auxquelles il faudrait réfléchir? Et toi, ce que tu me disais, mais on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Tu me disais, on ne peut pas, si le symptôme est noué au symbolique, on ne peut pas continuellement le nouer à l'imaginaire. Parce que tu me faisais remarquer probablement justement que quand il y a un nœud à 3, on peut inverser chacun des 3, mais quand on a un nœud à 4, on ne peut pas les inverser commodément. Oui. Alors voilà ce qui m'avait fait dire ça à l'époque. Je vous demande une minute ou deux. Donc le bleu, le vert, voilà, je faisais ça dans un tore. Et ça dans l'autre tore. C'est finalement quand même très compliqué les questions de nœuds. On peut arriver sur des manipulations, puis on s'arrête là, on croit que ça dit quelque chose de définitif, et puis en fait on peut trouver autre chose. Donc voilà, là il y a 2 tores enlacés. Alors effectivement, là le rouge il est toujours avec le blanc. Avec le blanc. Hein, il ne va pas passer... Tu peux pas, même si les 2 autres tu les mets autrement, c'est-à-dire si tu les mets comme ça, ce que toi tu as le bleu et le... Voilà, le bleu et le vert, si tu le mets non pas comme tu l'as fait là, mais comme ça, oui, tu peux... Voilà, tu l'ouvres. Hein, ouais. Oui, à peu près. Oui, voilà. Tiens, on y est. Je vais poursuivre une minute. Voilà. Hein.
Vas-y. Voilà. Voilà. Ben, ça va toujours tourner. Voilà, tu peux pas. Et le rouge. Tu ne peux pas. Voilà. Tu ne peux pas le faire passer comme le blanc. Tu peux pas le faire placer comme le noir ici sur un des deux autres. C'est ça. Parce que je suis parti de cette construction-là. Oui, oui, oui. Mais par contre, ce que je peux faire, je vais tirer sur le vert là. Là, on a le rouge et le bleu au milieu. Enfin, c'est-à-dire. Ce que là, je vais avoir du mal à le refaire manuellement. C'est le dessin que j'ai montré, c'est-à-dire je peux faire passer les trois dans un même tore et l'autre à l'extérieur. Okay. Et donc, ça brise l'impossibilité qui se présentait quand je montrais deux nœuds dans chaque tore. Oui, sauf que c'est tel que tu le dis, même si tu le présentes comme tu viens de le dire là, c'est-à-dire ce qu'on voit bien les trois avec un au milieu, tu peux pas par des manipulations. Si on prend, prenons ce dessin. En faisant des modifications continues, on peut avoir effectivement le rouge, le bleu, le rouge et le vert formant un seul tore. C'est ce que tu as décrit. Et le noir vient nouer l'ensemble. Ok. Or là, on peut passer continuellement de cela à ça. De cela à ce que tu viens de dire. Oui. Est-ce qu'une fois que tu es dans cette position-là, tu peux, par une succession de manipulations continues, le ramener dans la position où il serait attaché au rouge? Regarde. Tu peux? Alors là, j'étais parti de quoi? Je vais faire le dessin sans... J'étais parti de là. Regarde, je vais faire le dessin comme ça. Là, il est avec le rouge avec le blanc. Hein. Maintenant, si je tire sur le bleu et sur le rouge, là, le blanc peut être en contact avec le vert. Hein. Oui, mais c'est pas de ce contact-là dont je parle. Voilà. Écoute, je te pose ma question. Je te pose ma question. J'ai pas fait les dessus-dessous, hein. C'est pas grave. Hein. Attends, quand même, on va faire quand même le double trait parce que sinon ça va être un peu trop abstrait. Ça. Je fais pas les dessus-dessous, hein. Ma question est, partant de cela, en le transformant comme tu l'indiques, c'est-à-dire on arrive à faire un tore constitué de 3 tores et le quatrième. Est-ce que par ensuite des nouvelles manipulations, est-ce que tu peux arriver à ça? Ça ne sera pas exactement ça. Le noir pourra être avec le bleu, mais le bleu sera peut-être... Voilà, tu n'auras pas cette position. Voilà, le bleu voilà. sera peut-être courbé. Voilà, tu ne pourras pas avoir cette... Donc ça confirme ce que toi tu disais la semaine dernière, enfin le mois dernier, que je disais le contraire, qu'on ne peut pas transporter le symptôme s'il est accroché au symbolique d'une certaine façon. De cette façon-là, on ne peut pas l'amener accroché de cette façon-là à l'imaginaire ou au réel. Ouais. Bah, c'est toi qui me soutenais ça et je trouve ça très bien. Tu as l'air d'être tout triste que ce soit le cas. Non, mais ça, c'est uniquement lié à la mise à plat, à cette mise à plat-là. Oui, mais c'est une mise à plat. Ok, mais je suis d'accord, mais je trouve que cette... Attends. Elle est factice, elle n'a pas plus de vérité que les autres. Sauf qu'elle a une vérité au niveau clinique qui, moi, m'intéresse. En disant, bah, cette présentation-là, qui je suis d'accord qui est la même que les autres, cette présentation-là permet de rendre compte d'une certaine façon assez simple de la fonction du symptôme chez les humains névrosés. Hein, c'est-à-dire qu'on s'attribue un symptôme particulier pour permettre aux trois autres nœuds, aux trois autres dimensions de tenir. Et là, je pense que pour nous, ça se présente souvent sur ce mode symbolique, attache au symbolique, mais je pense que, et ça c'est des choses à creuser, c'est juste des choses que j'ai réfléchi à voix haute, hein, je n'ai pas plus réfléchi,
qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas chez les humains, dans d'autres cas de figure, ce symptôme qui vienne s'accrocher de cette façon-là au réel ou à l'imaginaire. Je prenais l'exemple du sport de haut niveau. À ce moment-là, ça donne peut-être une autre clinique aussi. Voilà, on est bien d'accord. Ça veut dire qu'il y a une certaine contrainte structurelle. Voilà, oui. Mais est-ce que la contrainte structurelle, elle ne serait pas liée tout de même, et une partie de votre développement est dans ce sens, à ce qui serait vu, enfin, qui se présente comme une affinité du symptôme avec le symbolique? Oui, mais voilà. Et bon, ça pose la question de... Bon, il y a la répartition symptômes proches du symbolique, réel, proche de l'angoisse, l'imaginaire proche de l'inhibition. Mais est-ce que si on veut être extrêmement précis, il faudrait s'interdire de parler de symptômes lorsque des troubles, comme on dit maintenant, surgissent? Bon, alors, tel que vous me voyez là, je suis très embêté parce que l'atelier que nous avons réalisé l'autre mardi ne s'est pas enregistré au-delà des 20 premières minutes. Ce qui est extrêmement ennuyeux parce que je pense que ce qui s'est dit était pas inintéressant. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de continuer seul pour essayer d'expliquer ce qu'il en est du transfert au cours et au décours de l'analyse. J'en attends pas grand-chose de cette façon de travailler seul, mais bon, c'est peut-être mieux que rien. Alors, au cours de cet atelier, j'ai construit progressivement ce schéma, ce graphe. Donc ici, on a directement, si on peut dire, tel qu'il se présente à la fin de l'atelier. Donc je vais essayer de le décrire comme je peux. Hein. Alors, ce graphe est censé présenter un peu comment se situe le travail analytique en termes notamment du transfert au cours du travail analytique. Alors, ce qui est figuré là a une partie encadrée en rouge et puis un extérieur. Ce qui est figuré dans ce cadre rouge désigne ce qu'il en est du travail analytique. Ce qui est en dehors du cadre correspond à ce qui échappe à la psychanalyse. De la volonté de l'analyste ou de la volonté de l'analysant ou de celui qui avait décidé de faire ce travail. Alors, voilà. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à faire seul sans avoir des collègues auxquels je m'adresse et qui animent en fait cet atelier. Donc ça n'a plus la forme d'un atelier quand je suis tout seul devant une caméra. Bon, alors, ils sont décrits ici une succession de phases
Et lorsque le futur analysant vient rencontrer un analyste, eh bien, il est dans une position que Lacan note une position de xénopathie. Xénopathie, ça peut s'entendre comme quels sont les affects que le sujet présente face aux autres. Alors, le travail analytique va démarrer sous forme d'entretien préliminaire. Pourquoi le sujet vient voir un analyste? Eh bien, c'est dans la mesure où il va être sujet à des angoisses, des inhibitions, des symptômes. Et ce sont ces états d'âme qu'il présente à son analyste. Il y a donc une première partie qu'on va appeler donc des entretiens préliminaires. Et là, j'ai fait une barre en rouge qui oppose les entretiens préliminaires au travail analytique. Et comme on peut le voir ici, certains restent dans les entretiens préliminaires, soit restent en dehors du travail analytique. Et c'est notamment ceux qu'on peut appeler des fous. Alors, des fous, ce ne sont pas des psychotiques. Des fous, ce sont des sujets qui ne se sentent pas responsables des actes qu'ils commettent. Ces fous sont donc... la folie, là, c'est une fonction, en quelque sorte, de méconnaissance. On notait que l'expression de belle âme était liée à Hegel, et elle a été reprise par Lacan avec une bonne justesse, hein, dans la mesure où celui qui ne se sent pas responsable de ses actes, de ses malheurs, des malheurs avec sa femme, ses enfants, sa famille, son patron, eh bien, il n'y est pour rien. Et d'une certaine façon, n'y étant pour rien, on peut dire qu'il est fou. Alors, donc, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va opposer le fou qui donc se maintient pendant une durée plus ou moins longue en dehors du travail analytique et celui qui va devenir un analysant? Eh bien, c'est effectivement au niveau du domaine du fou et du non-fou. Qu'est-ce que c'est qu'être non-fou? Eh bien, un non-fou, c'est quelqu'un qui, bien sûr, a des symptômes qui vont être aussi encore peut-être angoisse, inhibition, symptômes, mais qui, d'une certaine façon, se pose la question de sa responsabilité dans la survenue de ces symptômes, dans la responsabilité qu'il peut avoir dans sa façon de concevoir les relations avec le monde, avec ses proches, avec son patron. Voilà. Alors, donc toute cette... et donc, à mon sens, c'est là où se situe cette barrière entre psychanalyse et entretien préliminaire. C'est une barrière fonctionnelle qui n'a pas grand-chose à voir avec la notion d'être assis ou allongé au niveau du dispositif analytique.
une analyse peut se faire assis et peut-être des non-analyses peuvent se faire allongées. Alors, la différence, c'est plutôt au niveau de ce qui fonde l'analysant, c'est-à-dire le non-fou. Alors, il y a également, là, ce que j'ai figuré ici sous forme de traits en bleu, il y a une possibilité, d'ailleurs c'est ce qui intervient dans la durée des entretiens préliminaires, les entretiens préliminaires pouvant durer peut-être 3 semaines, peut-être 6 mois, peut-être 1 an ou peut-être toute la durée du travail. Le sujet se présentant dans une position subjective de belle âme, avec cette fonction de méconnaissance associée, peut très bien, au fil des mois, réaliser progressivement la vanité de sa position subjective et donc accepter cette position d'être non fou. Et donc, à ce moment-là, il entre dans le domaine de la psychanalyse. Et donc, sa position de sujet devient une position d'analysant. Donc, nous voilà ici dans cette position ici de l'analysant. Alors, et dans cette position d'analysant qui va durer le temps que dure la plus grande partie de la psychanalyse, eh bien, c'est là où va se jouer, disons, l'ensemble des demandes et des désirs qui vont s'échanger entre les demandes de l'analysant et le désir de l'analyste étant à indiquer comme en tant que ces méthodes de direction de la cure. Alors, donc, l'essentiel du travail analytique va se jouer ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, on voit deux processus qui sont, si on s'intéresse au sens des flèches, qui sont de sens opposés. Par contre, comme on peut le voir, ces deux flèches sont parallèles. Donc on peut dire que ces deux processus sont de même direction, mais de sens opposés. Ce qui est figuré par la flèche verte désigne le travail du transfert et le travail de la demande d'amour, de la demande, disons, transférentielle de l'analysant. Ce qui est figuré en bleu figure ce qui en est du processus de direction de la cure et donc du désir de l'analyste. Alors, qu'est-ce que demande l'analysant? Eh bien, il demande ce à quoi d'abord Freud a tenté de répondre par le biais de l'hypnose. Freud s'est imaginé que par le biais de l'hypnose, qui est en fait un mode d'identification massive de l'analysant à l'analyste, à sa demande en tout cas, à ce qu'il formule comme demande, eh bien, qu'il pouvait amener le patient à retrouver des processus anciens et qu'il pourrait se soigner par ce truchement.
Et il est tout à fait intéressant de noter que Freud a abandonné l'hypnose parce qu'il s'est aperçu progressivement que l'hypnose était en fait un obstacle au travail analytique. Alors, qu'est-ce qui se joue dans cette demande? Eh bien, l'analysant demande, mais en substance, il demande être guidé. Il demande que l'analyste qui possède, s'imagine-t-il, un savoir sur ces symptômes, eh bien, l'aide à se débarrasser de ces symptômes parce que l'analyste possède ce savoir. Il demande en fait une position, il demande à l'analyste une position de direction de conscience, par exemple. Il peut demander, mais que feriez-vous à ma place? Dites-moi. Donc on voit bien qu'il y a là tout un jeu d'identification qui fait partie de la demande de l'analyste, de l'analysant, pardon, qui fait partie de du jeu de demande de l'analysant. Et pourquoi j'ai fait ce lapsus? Eh bien, c'est parce que là, donc, nous sommes dans cette dimension transférentielle. Et il se peut effectivement que l'analyste, comme Freud l'a fait, tente de répondre à cette demande. Et de répondre à la demande de l'analysant, eh bien, ça se joue effectivement dans le même sens, dans la même direction bien sûr, mais surtout dans le même sens que la demande de l'analysant. Et on a donc ici également transfert et contre-transfert. N'est-ce pas? Le contre-transfert est, il me semble, à concevoir comme du même ordre que le transfert. Hein? Rappelons-nous que Lacan nous dit que le terme transfert est synonyme d'amour. Hein? Le contre-transfert aussi. Hein? Lorsque si l'analyste tente de répondre moi à votre place je ferais ceci ou des choses plus fines que cela mais du même ordre, du même tabac, eh bien l'analyste est pris dans le contre-transfert, donc est pris lui aussi dans la même demande d'amour que celle de l'analysant. Alors l'acmé, disons, de cette demande de l'analysant est bien sûr l'hypnose. Et on peut constater d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui se disent hypnothérapeutes et ça a beaucoup de succès auprès des personnes qui souffrent de troubles névrotiques. À noter cependant que certains font cette tentative et qu'ils en reviennent. Alors, ceci étant dit, qu'en est-il du désir de l'analyste? Alors, le désir de l'analyste, lui, il va exactement dans le sens opposé. Il va dans le sens contraire. C'est-à-dire que le désir de l'analyste va essayer de refuser de répondre au jeu à l'hypnose et au jeu d'identification. Qu'est-ce que ça vient faire, le jeu d'identification? Pourquoi est-ce qu'il est situé à l'intérieur du cercle rouge? Eh bien, il est situé parce que
parce que c'est un petit peu au cœur aussi du travail analytique. Il va analyser le transfert, c'est analyser les identifications. C'est l'analysant qui remarque que le discours qu'il adresse, semble-t-il, à l'analyste, en fait, s'adresse à des personnages de son passé. Donc il y a bien une identification, et c'est par cette énonciation que l'analysant va pouvoir réaliser la vanité de sa demande. Donc on peut considérer que l'identification et le travail avec l'identification fait partie du travail analytique, parce que s'il y a interprétation, elle est dans ce cadre de transfert et d'identification. Alors, qu'est-ce que l'analyste va tenter d'induire comme processus, hein, c'est-à-dire d'amener par ses interprétations et par sa méthode de direction de la cure, et donc par son désir, va tenter d'amener l'analysant dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'on rencontre ici? On rencontre le symptôme, hein, et les symptômes. C'est-à-dire qu'il va s'agir là d'analyser l'ensemble des manifestations réelles, soit qui affublent le sujet, hein, sous forme de symptômes, soit et de trouver donc quels sont les mots qui peuvent être mis, qui pourront, dans le meilleur des cas, entraîner une résolution du symptôme, soit les symptômes en posant la question des motivations de tel et tel mode de sublimation que le sujet s'est inventé. Pourquoi telle personne peint? Pourquoi est-ce qu'elle écrit? Pourquoi est-ce que le psychanalyste écoute les gens? Pourquoi est-ce que le chirurgien utilise un couteau pour soigner ses patients? Bon, il s'agit là de tous les axes de sublimation que chaque être humain peut inventer. Et comme ça avait été dit lors du précédent atelier, comment cela permet au sujet de fonctionner, de s'articuler et de ne pas être fou. Hein? Alors, s'il ne s'agit pas là du symptôme, si on continue à se déplacer par là, on va rencontrer quoi? On va rencontrer les fantasmes. Hein, et quand même, s'il y a quelque chose qui est au cœur du travail analytique, c'est bien dans le cadre de l'analyse des fantasmes. Hein, ou dit autrement, c'est comment le sujet articule-t-il sa position subjective avec ses objets de désir. Hein. Encore plus aux confins du travail analytique est le travail autour de la pulsion. Comment le sujet articule-t-il, et c'est ça la question peut-être que pose l'analyste à son analysant, comment articulez-vous votre position de sujet avec vos demandes?
ce qui est figuré là. Hein? Alors, donc, on peut dire que le travail analytique se situe sous forme de spirale temporelle, hein, qui fonctionne ici dans un jeu ici qui tourne, hein, entre demande et désir. Hein. Et Lacan nous a enseigné, on y reviendra peut-être une autre fois, nous a enseigné comment topologiquement articuler demande et désir. Hein, et demande et désir, mais j'en ai parlé déjà on a déjà fait 2 ateliers là-dessus. Ça s'articule sous forme de comme 2 tores enlacés, avec la particularité que la façon dont ça se dessine sur la peau de ces 2 tores, eh bien, c'est que le nombre de tours effectué par la demande n'est pas le même que celui effectué par le désir. Ce qui est une des conséquences de cela, c'est le fait que la demande échoue toujours à satisfaire le désir. Voilà, donc là, le travail ici se fait dans la durée. Hein, la durée qui peut être bien sûr plus ou moins longue. Alors, pour terminer avec cette zone-là, il peut y avoir, et ça se produit quand même assez souvent, d'analysants supportant finalement assez mal cette frustration qui est automatique et induite par le dispositif, disent ben non, moi j'ai trouvé un hypnotiseur et ça me réussit beaucoup mieux. Et donc, ils quittent le travail analytique au profit d'un travail qui s'approche, qui peut être l'hypnose ou qui peut être tout un tas d'autres pratiques qui ont le vent en poupe, hein, à l'heure actuelle, mais qui n'ont plus grand-chose à voir avec la psychanalyse. Alors, avançons un peu. Donc, donc dans toute cette zone-là, bien entendu, l'analysant vit sur une hypothèse qui est que celui qui détient le savoir, c'est l'analyste. Celui qui détient le savoir sur les symptômes dont il se sent meurtri, affublé, eh bien, c'est l'analyste qui en connaît les clés. Et au décours de ce travail, eh bien, il peut y avoir, ou il y a une réalisation de la vanité de cette croyance, et on en arrive à la réalisation par le sujet du fait que c'est que derrière ces symptômes ou symptômes, il y a un savoir, et que ce savoir, c'est lui qui le détient, non pas nécessairement, qu'il ne le détient pas nécessairement d'une façon consciente, mais qu'en position de savoir, eh bien, il y a du sujet qui a un savoir inconscient. Alors, et donc,
arrive à ce moment-là donc donc progressivement une position où qui est indiquée sous forme par Lacan de chute du sujet supposé savoir. Alors, cette chute du supposé savoir a plusieurs conséquences, bien sûr. Soit le sujet va quitter l'analyste, va quitter son travail analytique pour reprendre ou continuer ses activités en dehors de la psychanalyse, soit il décidera de se mettre en position d'écouter des patients pour fonctionner en tant qu'analyste de ces sujets qui le mettent en position d'être analyste. Alors, parlons d'abord de ce qu'il en est de ce sujet qui décide de quitter le travail analytique en fin d'analyse. Après chute du sujet supposé savoir, eh bien, Lacan nomme cette position de vivre la pulsion. Alors, c'est un terme assez ambigu et assez questionnant, parce que qu'est-ce qu'il y a à entendre dans ce terme de vivre la pulsion ? Vivre la pulsion, ça ne veut pas nécessairement dire de faire n'importe quoi. Hein, c'est pas vivre la pulsion, c'est pas vivre la demande. Hein. Si on reprend la formule donc de la pulsion, qui est l'articulation, n'est-ce pas, entre le sujet et sa demande, eh bien, c'est justement dans cette articulation subjective que le sujet a à se situer. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un comédien, par exemple. Qu'est-ce que ça voudrait dire, vivre la pulsion ? Eh bien, cette demande qui a été toute sa vie peut-être une demande d'amour dans son enfance, qui consistait à se mettre en scène au sein de sa famille, parce que c'était peut-être la seule façon qu'il avait d'être un petit peu entendu, eh bien, il a pu en faire son métier. Hein, et donc cette pulsion, une fois articulée avec sa position subjective, lui permettra peut-être de fonctionner comme un comédien, sans être pris dans l'hystérie de sa demande. Parce que si on revient à son enfance, peut-être que sa demande à l'époque était extrêmement hystérique, extrêmement théâtrale, comme on dit, et ratait son but. Là, il aura appris à articuler sa position subjective avec sa demande d'amour pour pouvoir jouer avec la pudeur nécessaire à l'exercice de sa fonction, de sa profession. Et cette école de la pudeur lui permet de vivre la pulsion sans qu'elle ait cette dimension hystérique et insupportable. Et obscène. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant du sujet qui souhaite
souhaite être mis dans une position où des sujets viendront lui dire « tu es mon analyste ». Alors, donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la passe. Quelle passe? Eh bien, la passe de l'analysant à l'analyste. L'analyse, comme on dit, passage du divan au fauteuil. On peut aussi considérer que là aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la passe, de dépasser le travail analytique par l'exercice de telle ou telle profession d'une façon harmonieuse. Alors là, en ce qui concerne donc ce travail de passe, c'est quelque chose donc qui donc travailler comme analyste, ça ne veut pas dire être analyste. Il n'y a pas d'être de l'analyste. Parce que, pour plusieurs raisons, une des raisons déjà simples et facilement compréhensible, c'est que n'est analyste que lorsque on est EST analyste, que lorsque on est dans son cabinet d'analyste et qu'un sujet vient vous dire « tu es mon analysant ». Donc c'est quelque chose avec une temporalité très particulière. C'est pas l'exercice d'une profession. C'est une fonction qui s'exerce pendant des périodes très courtes. Alors c'est ce qui a fait dire à Lacan que s'il y a du devenir, c'est pas du devenir analyste, c'est du devenir non analyste. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas une ontologie, qui est en dehors de l'ontologie. Alors Lacan introduit là un autre terme qui est le terme de désêtre. Le terme de désêtre, me semble-t-il, renvoie à justement, comment dire, à quelque chose qui est effectivement hors de l'ontologie. Il n'y a pas d'être, il n'y a pas d'être de l'analyste, il n'y a pas d'être du sujet. Je ne peux pas dire, je suis voleur, je suis menteur, je suis bon, je suis parce que c'est un terme qui est englobant et qui ne rend pas compte de la dynamique temporelle de nos actes. C'est pas que je suis voleur, c'est que peut-être j'ai volé quelque chose à un moment donné. C'est pas du tout du même ordre. Et je peux pas dire je suis homosexuel. Je peux dire il se trouve que j'ai de l'attirance pour des personnes du même sexe et pas des personnes du sexe opposé pour telle et telle raison. Parce que quand même, il faut bien voir que on pourrait mettre un peu en dehors ici également tout ce qui est de l'ordre de l'ontologie. On peut l'ajouter ici. Toutes les formes d'ontologie. Toutes les formes d'ontologie sont exactement en dehors de la position subjective qui est souhaitable, atteignable en fin d'analyse, qui est une position de désêtre. Désêtre vient s'opposer à ontologie. Il n'y a pas d'être. Alors, pour ce qui est
qu'est-ce qu'il en est du transfert? Alors, si le transfert a été effectivement tout ce qui a occupé le travail analytique du début à la fin, eh bien, qu'en reste-t-il pour le sujet qui décide de travailler comme analyste? Eh bien, un terme qui a été introduit, donc, qui est le terme de transfert de travail. J'ai appris que ce terme sentait le soufre, parce que, semble-t-il, ça a été un terme qui a été très utilisé, d'après ce que j'en ai entendu dire, qui a été très utilisé par l'école de la cause freudienne millérienne comme outil de collage entre les membres de cette école. Alors, moi je ne l'emploie pas, et je ne pense pas que Lacan l'employait dans ce sens-là au début. Si le transfert c'est de l'amour, eh bien, ne peut-on dire qu'il n'y a pas qu'il reste, disons, des formes d'amour vis-à-vis des maîtres qui nous ont enseigné. Et donc, s'il s'agit d'amour, de transfert, c'est aussi de la croyance. Moi, je crois que je suis croyant. Je crois que l'inconscient existe. C'est une croyance. Je considère que je garde une dimension de transfert vis-à-vis de Freud, de Lacan, de Clavreul, de Safouan, de quelques autres. Et c'est ça qui me permet de travailler. Je travaille grâce à ces outils qui sont des outils de transfert. C'est pas un gros mot, transfert. Alors, bon, il y a une fonction de méconnaissance, certes, puisque c'est comme ça que se fait le travail analytique. Il se fait par la façon d'être moins aveuglé par les fantômes de notre passé. Mais pourquoi n'en serait-il pas quelque chose adressé à ceux qui nous ont enseigné les fondements de notre travail. Et transfert de travail n'est pas du tout incompatible avec chute du sujet supposé savoir. S'il y a une réalisation qui se fait là, c'est bien d'avoir réalisé que c'est le sujet qui possède le savoir. Bon, voilà. Voilà. J'ai l'impression d'avoir fait un petit peu un tour très rapide, beaucoup plus rapide que ce qui s'était dit lors de cet atelier, parce que lors de cet atelier, il y a eu beaucoup de commentaires et de questions et de participation des personnes qui étaient là. Bon, ben voilà, donc ça c'est de la perte, c'est de la perte au même titre que ce qui se passe dans l'analyse finalement. Ce qui se passe au cours d'une séance analytique, c'est perdu à tout jamais. Et là, donc, ce qui s'est dit ce soir-là est perdu. Et ce que je retransmets là, c'est quelque chose qui n'a pas
peut-être l'intérêt pour ceux qui vont l'écouter que ce que j'avais pu percevoir au cours de cette soirée. Voilà, c'est tout ce que je vois à dire pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose que je vois dire de plus. Voilà, donc je vais en rester là pour aujourd'hui.